Le jeune Rimbaud déteste sa ville natale, Charleville-Mézières, qu'il appelle de façon ironique en anglais Charlestown. À 16 ans, il écrit à Isambard « Ma ville natale est supérieurement idiote entre les petites villes de province. » Et 3 ans plus tard, quelle chiennerie et quel monstre d'innocence ces paysans. Je suis abominablement gêné par un livre. Pas un cabaret à portée de moi, pas un incident dans la rue. Quelle horreur que cette campagne française. Bref, Rimbaud vomit Charleville-Mézières. Le titre du poème, ici, à la musique, implique un rapport entre la poésie et la musique, à la manière de Verlaine qui affirmait de la musique avant toute chose. Rimbaud fait entendre ici une musique plutôt dissonante, faite de couacs et produite par un orchestre militaire qu'il va montrer de façon caricaturale et ridicule. Il s'agit d'une scène d'apparence plutôt banale. Il s'agit d'un concert, un jeudi soir, sur la place publique de Charleville, qui est ce concert cristallise en fait sa critique d'une bourgeoisie cupide et satisfaite de sa médiocrité. La musique militaire, qui commence à résonner un peu trop fort à son goût, empêche le poète de vivre sa vraie vie, comme il dira plus tard, et surtout l'invite à prendre la clé des champs. C'est donc un poème qui compose une caricature des mœurs, en présentant le portrait collectif d'une bourgeoisie au centre d'un jardin fait à son image, c'est-à-dire mesquine. Le poème est donc une satire. Parallèlement à cette satire, on peut voir en marge du jardin des marginaux de la société, dont le jeune poète lui-même, auquel le jeune poète s'intègre. Il se montre ainsi beaucoup plus intéressé aux femmes, à l'amour, à la sensualité, plutôt que aux petites affaires auxquelles ça donne la bourgeoisie. C'est un texte qui comporte plusieurs allusions à la guerre contre la Prusse, étant donné que c'est un poème écrit sans doute en août, lors de la première défaite. En tout cas, ça dessine une atmosphère de guerre, en représentant le monde bourgeois comme un monde de l'ordre et de la lutte, notamment financière. Ainsi, on pourra poser la problématique suivante. Comment le portrait satirique de la bourgeoisie permet-il au poète de mettre en valeur sa singularité et son idéal de poète ? Sur la place taillée en mesquine pelouse, square où tout est correct, les arbres et les fleurs, tous les bourgeois poussifs qu'étranglent les chaleurs, portent les jeudis soirs leurs bêtises jalouses. L'orchestre militaire au milieu du jardin balance ses shakos dans la valse des fifres. Autour, au premier rang, parade le gandin, le notaire pend à ses breloques à chiffres. Des rentiers à lorgnon soulignent tous les couacs, les gros bureaux bouffis traînent leurs grosses dames, auprès desquelles vont, officieux cornac, celles dont les volants ont des airs de réclame. Sur les bancs verts, des clubs d'épiciers retraités qui tissonnent le sable avec leurs cannes à pommes. Fort sérieusement discutent les traités, puis pris en argent et reprennent « En somme !» Moi, je suis débrayé comme un étudiant. Sous les marronniers verts, les alertes filettent, elles le savent bien, et tournent en riant vers moi, leurs yeux tout pleins de choses indiscrètes. Je ne dis pas un mot, je regarde toujours. La chair de leur cou blanc, brodée de mèches folles, je suis sous le corsage et les frêles atours, le dos divin après la courbe des épaules. J'ai bientôt déniché la bottine, le bas. Je reconstruis les corps, brûlés de belles fièvres. Elles me trouvent drôle et se parlent tout bas, et je sens les baisers qui me viennent aux lèvres. Le premier mouvement nous donne une vision globale de la scène. En effet, le poème commence par poser sommairement le décor, montré comme triste et grotesque. La scène se voit égayée par un concert militaire qui attire dans le square une foule tout aussi ridicule, où règne un ordre absolument implacable, impeccable, mais en même temps absolument risible. Au vers 1, on peut remarquer un complément circonstanciel de lieu sur la place taillée. Square où tout est correct, au vers 2. Les jeudis soirs, à la ligne 4, qui décrit l'endroit, le moment précis de l'action, soulignant la régularité de ces rassemblements et renforce l'idée à un lieu donné, mais peut-être aussi banal et peu inspirant. Au vers 4, on retrouve le verbe porter, conjugué au présent. Il est rejeté en début de vers et donne un effet instantané et présent au vers. On retrouve également plusieurs épalages au vers 1, 3 et 4, comme mesquine, poussif ou encore jalouse, qui s'appliquent aux bourgeois. Ce sont des adjectifs péjoratifs qui ternissent la réputation et la considération des bourgeois en les méprisant.
Au vers 3, qu'étrangle les chaleurs est une personnification de la chaleur. Elle va donner une impression étouffante à la scène décrite. De surcroît, au vers 5 et 6, l'orchestre militaire ou encore Séchaco sont des métonymies de l'armée. Ça va permettre de les évoquer sans les désigner explicitement. D'après la bourgeoisie, Rimbaud s'en prend à une autre cible, l'armée. Elle est représentée par l'orchestre militaire et les fifres, qui est un instrument utilisé dans l'armée et qui fait aussi allusion à la hiérarchie militaire, étant donné qu'on parle de sous-fifres. En tout cas, cette évocation dessine une atmosphère de guerre. La métonymie dont on parlait plus tôt, des shakos, trahit le peu d'estime que le poète a pour l'armée. Et il la montre effacée, il les montre plutôt, ces soldats, effacés derrière leur couvre-chef. Il les considère comme vulgaires et finalement peu éduqués. Il balance, on le verra, leur chapeau. Au vers 6, l'emploi du verbe familier balancer, conjugué au présent, montre que Rimbaud ne porte aucune affection pour les shakos. Il se permet de les jeter sans aucun regret. Au vers 7, la polysémie permet de mettre en valeur les plusieurs sens que prennent la parade du gandin. Le terme parade peut donc avoir deux sens. D'une part, il peut s'agir d'une célébration, mais il peut aussi connoter une parade amoureuse que les militaires effectueraient de façon grotesque. Au vers 8, le verbe pendre, conjugué au présent, a pour but de transformer le notaire en un objet qui porte un certain intérêt pour l'argent. Le verbe pendre inverse les rôles. Normalement, ce sont les breloques qui pendent, ce sont des bijoux attachés à une chaîne. Et là, c'est le notaire qui devient un objet, c'est lui qui pend plutôt que l'inverse. Dans le deuxième mouvement, Rimbaud continue sa satire de la bourgeoisie en faisant les portraits de plusieurs notables, présentés selon un ordre stable qui respecte la hiérarchie sociale. Il insiste sur leur marque de richesse, mais également sur leur attitude ridicule. Le niveau de richesse se traduit ici par des marques visibles, qui sont tout à la fois, bien sûr, les ornements et les signes de luxe, mais également la grosseur. Le texte s'amuse à faire véritablement des caricatures en grossissant les traits. Rimbaud commence par caricaturer les rentiers. Ils portent des lorgnons, ce qui incarnerait leur esprit très critique. Les lorgnons sont des lunettes et ils sont présentés comme d'odieux personnages qui ne savent mettre en avant que les défauts, qui rabaissent étant donné qu'ils soulignent tous les couacs de l'orchestre. Ils font remarquer en fait les fausses notes, de même que le poème est peut-être lui-même une forme de fausse note. On retrouve une allégorie des couacs au vers 10 également, qui interprète comme des discordances avec des liens avec la guerre, qui pourrait être la métaphore des tensions présentes dans la société. Alors en fait, on peut dire que les couacs seraient une allégorie des batailles perdues. Ces rentiers parlent de politique à demi-mot, évoquant peut-être la défaite de Sedan contre la Prusse, laquelle serait en effet plus qu'un gros ou petit couac. Bon. Les employés de bureau sont décrits uniquement par l'intermédiaire de leur travail, à travers la métonymie « les gros bureaux ». Ils n'ont finalement aucune valeur en dehors de leur force de travail. On retrouve alors, pour les caricaturer, tout le champ lexical de la corpulence. Ils sont gros, bouffis, grosses. Puis plus loin, nous retrouvons épatants, rondeurs, bedaines. Bref, Rimbaud se moque du surpoids de la bourgeoisie. C'est ce qu'on voit aussi avec la comparaison, de la métaphore humoristique des cornacs, qui sont des personnes qui gardent les baleines. Bon. D'ailleurs, ce côté grotesque et boursouflé se retrouve avec le parallélisme entre les gros bureaux et leurs grosses dames. Caricaturalement, Rimbaud donne la même silhouette aux hommes et aux femmes de cette classe qu'il méprise profondément. Enfin, la comparaison des volants à des airs de réclame, c'est-à-dire à la publicité, sous-entend que la toilette des femmes n'est qu'une publicité. Il en souligne donc la vulgarité, étant donné qu'elle ne cherche que à se mettre en valeur. On retrouve des verbes métaphoriques tissonnés au vers 14, utilisés pour décrire l'action des épiciers retraités avec leur canne,
qui suggèrent qu'ils discutent avec vivacité, agitant leur canne, ce qui renforce l'idée de l'engagement et de l'ordre dans leur conversation. Pour finir, on peut voir une diérèse au vers 15 qui souligne insistance sur le sérieux de la discussion des épiciers retraités. Pour terminer, on trouve quand même le champ lexical de l'argent, avec argent, traité, somme, lequel champ lexical qui se mêle à celui de l'armée, montrant donc que les affaires sont aussi des affaires politiques. Il fait des épiciers une sorte d'état-major qui discute de traités, ainsi que des généraux de la guerre. Enfin, le troisième mouvement opère une rupture de ton et de thème. La fin du texte est en effet marquée par l'irruption du poète et également du registre lyrique. Le poète se détourne de la farce sociale et tourne son attention vers les filles qui réveillent ses sens et son imagination. Le jeune poète est du côté de la vraie vie, il se laisse alors enfiévrer par son désir et par son rêve. On comprend alors que le titre à la musique en fait, est une façon d'opposer deux musiques. Rimbaud oppose clairement la musique militaire, celle de l'ordre, et celle de la poésie, qui, elle, est du côté de la fièvre, de cette fièvre qui déborde le carcan de la société et de sa morale. Nous retrouvons un tiré, moi-je, au vers 17, ce qui permet de renforcer l'utilisation de la première personne. À la suite du tiré, Rimbaud fait une comparaison, débrayé comme un étudiant. Dans cette comparaison, nous retrouvons un adjectif tendancieux, débrayé, où il sous-entend que son pantalon est tombé. Et cela montre une allure incorrecte. On retrouve un groupe nominal qui s'oppose aux grosses dames, les alertes fillettes, au vers 18, présenté comme un groupe opposé aux grosses dames, met en relief la jeunesse et la vivacité des filles par rapport à la lourdeur et au formalisme des dames. La diérèse présente dans étudiant est ironique sur le nom et sous-entend qu'il admire les filles. Il joue aussi sur le verbe être, au vers 17, qui pourrait être imaginé comme le verbe suivre, où on pourrait faire référence à Rimbaud qui suit du regard les filles. Du vers 19 au vers 24, Rimbaud va effectuer le portrait des fillettes. Ce portrait est organisé de haut en bas. Il va donc commencer par utiliser le champ lexical du corps à l'aide de noms communs comme par exemple la chair, le corsage, le dos ou la cour. Il va ensuite utiliser des adjectifs mélioratifs comme blanc au vers 22, au vers 23 frêle ou même au vers 24 divin, où on retrouve également une hyperbole, donc le dos divin, ce qui permet de mettre en avant la beauté des fillettes. Ensuite, la périphrase suggestive au vers 20, tout plein de choses indiscrètes, montre que le regard des fillettes est intime et un peu mystérieux. L'attention du jeune poète est donc tout entière portée vers la sensualité du corps féminin et de ses courbes qu'il inspecte dans les moindres détails. Il se montre dans la position d'un voyeur. Quant à la périphrase volontairement maladroite, tout plein de choses indiscrètes, elle insiste sur la spontanéité des jeunes gens. Et il sous-entend, il a un imaginaire policyon, voire érotique. Pour le dire autrement, ces jeunes filles ont l'esprit mal placé, comme le poète lui-même d'ailleurs. La négation totale, au vers 21, je ne dis pas un mot, suggère l'état d'admiration. Donc, c'est-à-dire que ça nous montre dans quel état Rimbaud se trouve. Il est en pleine admiration face aux fillettes. Ensuite, la métaphore méliorative et synesthésique, au vers 22, donc la chair de leur cou blanc brodé de mèches folles, va mettre en avant la douceur des coups des femmes. Donc les coups des femmes sont de couleur blanc et ils ont une texture plutôt douce. Ils sont brodés de mèches folles. C'est-à-dire que on retrouve les sensations, donc mèches folles, la douceur, ainsi que les adjectifs mélioratifs, donc blanc, voilà. Au vers 17, j'ai bientôt déniché la bottine, le bas, point de suspension. Il arrête son portrait au bon moment, à la limite de l'interdit. En effet, le bas est la dernière étape avant d'arriver à leurs pratiques intimes. Mais il ne les évoque pas explicitement, car il laisse le suspense avec les points de suspension.
ce qui va laisser libre cours à notre imagination. Ensuite, reconstruit est une métaphore du rêve qui exprime qu'il fait marcher son imagination. Il y a également brûle de belle fièvre, qui est une métaphore également, et qui explique, quant à elle, la passion et le feu qui animent les pensées de l'auteur. On retrouve aussi un verbe de sensation, sentir, dans le vers « je sens les baisers qui me viennent aux lèvres », au vers 28, qui évoque une sensation physique et émotionnelle en personnifiant les baisers comme s'ils venaient aux lèvres du narrateur, suggérant que Rimbaud est tellement immergé dans son rêve qu'il ressent presque physiquement les baisers, ce qui renforce l'intensité de l'expérience rêvée. Celle-ci va permettre de rendre vivants ces baisers et de les rendre plus animés. Il va également prôner le non-effort, car c'est comme si les baisers venaient à lui sans qu'il n'ait rien à faire. Nous pouvons alors en conclure que la superficialité et la conformité des bourgeois avec la liberté et l'authenticité du poète soulignent la différence entre les deux mondes. La satire de la bourgeoisie met en lumière les valeurs opposées auxquelles le poète aspire. Cela souligne l'idéalisme du poète et son désir de transcender les conventions sociales pour atteindre une vérité plus profonde. Décrivant la réaction des jeunes hommes envers Rimbaud, cela suggère que la singularité et le charme du poète sont reconnus et appréciés par ceux capables de voir au-delà des apparences. La capacité du poète à percevoir la beauté dans le monde qui l'entoure, même au milieu de l'ennui et la banalité de la bourgeoisie, renforce son idéal de poète comme visionnaire et observateur attentif de la vie. Nous pouvons donc rapprocher ce texte à Ma Bohème. Le livre décrit son désir de liberté et d'aventure loin de la société conventionnelle. Il évoque une certaine évasion de la réalité quotidienne. Le poète se présente en marge de la société, cherchant à échapper aux contraintes et aux normes imposées par la bourgeoisie. Il exprime son aspiration à une vie plus authentique et spontanée, cherche à se démarquer de la banalité de la vie bourgeoise en trouvant la beauté là où les autres ne la voient pas.